Alors j'ai très peu de temps, donc on va essayer de déguster 5 thés de manière assez express, qui n'est pas trop l'esprit du thé, puisque normalement le thé, on prend le temps. J'ai appelé cette présentation le thé, couleur de thé, terroir de thé. Il faut savoir que dans le thé, il y a 5 couleurs principales. C'est comme le vin, suivant la manière dont on va travailler la feuille, une fois qu'on l'a récoltée, on peut obtenir 5 couleurs de thé qui vont avoir une typicité aromatique bien particulière. Donc on a le thé blanc, le thé vert, le thé bleu-vert qu'on appelle communément de son nom chinois oolong, le thé noir que les Chinois appellent thé rouge et le thé sombre ou pu'er que les Chinois appellent thé noir ou pu'er. Et c'est une balade aussi sur les continents, puisque je trouvais ça intéressant de vous présenter les couleurs à travers 5 pays différents qui sont des grands producteurs de thé. Il faut savoir que les producteurs de thé, ce sont comme les vignerons chez nous, ce sont de véritables artisans et des fois même de véritables artistes. Donc là, ce que vous avez aujourd'hui, ce sont que des petits lots qui viennent de petites ou moyennes plantations. Le premier thé, c'est un thé blanc qui vient du Népal. Donc le thé blanc, c'est un thé qui n'est pas du tout travaillé. En fait, on va le laisser sécher comme de la tisane. Et donc il va légèrement s'oxyder, sa feuille va un peu brunir. C'est un thé en général qui est très doux, qui va avoir des notes végétales assez puissantes et avec des notes un peu aussi fleuries ou cacao, ça dépend des origines. Donc là, c'est un thé blanc du Népal, de la vallée d'Ilam, d'une plantation qui est très connue dans le milieu du thé qui s'appelle Shangri-La et qui fait du bio. Donc je vous invite à déguster parce que c'est vrai que c'est toujours plus parlant quand on a le produit en bouche que juste entendre parler de ses arômes et de ses saveurs. Vous pourrez aussi sentir les feuilles. C'est intéressant quand on déguste le thé, on a la chance, contrairement au vin, d'avoir tout le processus de préparation. Donc on va pouvoir sentir et observer la feuille sèche. On va pouvoir aussi sentir, observer et malaxer la feuille humide qu'on appelle l'infusion. Vous pouvez vous rapprocher, hein, s'il y a des gens intéressés, n'hésitez pas. Et le liquide, on appelle ça la liqueur. Donc là, différentes oxydations, j'imagine. Voilà, donc le thé blanc, naturellement légèrement oxydé. D'accord. On va passer au thé vert. Je ne parle pas trop près parce que c'est Oui. la recette. Alors le thé vert, c'est un thé qui n'est pas du tout oxydé, donc on va cuire la feuille pour empêcher son oxydation qui se ferait naturellement si on ne la stoppait pas avec la chaleur. Et là, c'est un thé vert du Japon qui a été cuit à la vapeur. Du coup, il a un côté très frais et végétal qui vient de cette cuisson flash vapeur. Alors vous voyez que la feuille, effectivement, vous n'avez même pas besoin de vous rapprocher, est très verte par rapport au premier. On est sur une liqueur du coup qui va être aussi avec des reflets verts, jaune-vert. Et la particularité des thés verts du Japon, là c'est un sencha, ce qu'on appelle shincha, c'est un sencha de printemps de l'année dernière. C'est qu'ils sont travaillés en aiguilles, donc ce sont de fines aiguilles vernissées. On peut juger de la qualité des sencha à justement cet aspect des aiguilles vernissées. Alors les thés verts japonais, on est vraiment sur des notes végétales vertes, cresson, épinards. On peut avoir un côté marin. Et sur les thés de printemps, ce qu'on va avoir, qu'on n'a pas sur les autres récoltes, sur ce pays-là, c'est le côté umami, qui donne du moelleux au thé, et qui donne de la gourmandise au thé, et qui donne aussi du corps au thé. C'est difficile de définir ce terme umami, Umami, c'est pas ouais. facile à expliquer, Ouais. on nous pose souvent la question. C'est la 5e saveur exact. qui nous vient d'Asie et qu'on sent en général en fond de gorge. C'est une sensation entre tactile et gustative. Délicieuse, on peut dire. Voilà, la c'est définition moelleux, plus ou moins. délicieux. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc là aussi, on imagine bien sûr des températures d'infusion et des temps Tout à d'infusion fait. complètement différents. Alors, il y a plusieurs choses qui sont importantes pour le thé. Il y a bien sûr l'eau. Je crois que vous avez eu une démonstration hier sur l'importance de l'eau. Le thé, c'est 99,999% d'eau. Donc, c'est vraiment la base du thé, c'est la mère du thé. Donc, il faut privilégier une eau faiblement minéralisée, donc soit de l'eau filtrée, soit des eaux en bouteille qui ont un taux de minéralisation très faible. Vous avez ensuite la température de l'eau qui est très importante. Pour le thé blanc, j'ai pris de l'eau à 80 degrés. Pour le thé vert, à 70 degrés.
Il faut savoir que sur certains thés fragiles, comme les thés verts du Japon, si vous mettez de l'eau au-dessus de 80 degrés, vous allez développer l'astringence et l'amertume du thé. C'est d'ailleurs pour ça que pendant très longtemps, en Europe, on a pensé que le thé vert était amer et astringent, parce qu'en fait, on le préparait pas bien. Trop chaud. Trop chaud, Ouais. beaucoup trop chaud. D'accord. Ensuite, vous avez le temps d'infusion qui est important, qui peut varier de 2 minutes à plus de 5 minutes suivant les couleurs de thé et les terroirs de thé. Donc pour le premier, le thé blanc, j'ai laissé infuser 5 minutes. Le deuxième, je l'ai laissé infuser même pas 3 minutes. Hein. Donc on n'est pas du tout ni sur les mêmes températures d'eau, ni sur les mêmes temps d'infusion. Voilà. Par rapport à son oxydation. Et il faut bien sûr laisser de la place à la feuille pour qu'elle se déploie, qu'elle s'hydrate. Le thé va, pour certains, quadrupler de volume une fois qu'il se réhydrate. Donc il faut qu'il y ait 4 fois plus de place dans votre panier ou dans votre filtre que ce que vous avez en matière sèche avant l'infusion du thé. On va passer au troisième thé. Donc le troisième thé, on va à Taïwan. Taïwan, c'est une île qui produit beaucoup de thé oolong, des thés bleu-vert. Ce sont des thés qui sont semi-oxydés. Donc on va commencer à laisser la feuille s'oxyder, brunir, comme on l'aurait lors d'un processus de fabrication d'un thé noir, mais on ne pousse pas jusqu'au bout l'oxydation. Donc on peut jouer sur le degré de semi-oxydation et du coup on va jouer aussi sur les arômes du thé. Bien sûr, le thé n'aura pas le même profil aromatique suivant son degré d'oxydation. Là, on est sur un thé qui est faiblement semi-oxydé. D'ailleurs, quand on ne connaît pas, on peut penser que c'est un thé vert. Hein. La feuille est vert et commence un peu à virer au marron. Les oolongs, en général, on va attendre que les feuilles soient longues. Donc, on va prendre des feuilles relativement mûres. C'est pour ça que la feuille, vous pourrez voir, elle est très grande. Oui. Hein. Les variétés, les cultivars qui sont utilisés déjà sont des théiers qui ont des grandes feuilles. Et en plus, on va laisser la feuille s'allonger. Et c'est un oolong qui vient de haute montagne, donc qui pousse à plus de 1200 mètres d'altitude, qui s'appelle Alishancha Oolong, qui vient d'une petite productrice, qui l'a processé au printemps dernier. La saisonnalité est très importante dans l'été, et en particulier sur beaucoup d'origines, les thés de printemps sont très réputés. Le thé blanc, par contre, c'était un thé d'été. Après, c'est aussi des histoires de goût subjectifs. Par exemple, les Darjeeling, les thés du Népal, je les préfère, moi, sur l'été plus que sur le printemps. Je préfère le côté rond qu'ils vont acquérir et qui n'ont pas sur les first flush, qu'on appelle les thés primeurs. Et on adapte la dégustation en fonction des saisons, ça c'est intéressant aussi. Oui, tout à fait. Donc là, le oolong, en général, on est sur des thés qui sont très doux aussi. Hein. Ce sont des thés qui ont besoin d'une eau bien chaude, 90-95 degrés. Ah, il a l'air costaud celui-là. C'est parce qu'on a rajouté un peu de rhum, on ne l'avait pas dit, mais... Non, je plaisante. Je voyais le cocktail Tea Party juste à côté. Ouh là, il doit y avoir une association. C'est moi qui ai un chat dans la gorge. Un petit verre d'eau peut-être. Oui, je veux bien. Désolée. Non, mais c'est pas grave. Ah voilà, mais j'ai une bronchite. Bon, on voit quand même qu'il y a beaucoup de technicité, beaucoup de variétés différentes, énormément de paramètres techniques finalement pour aussi dans ce domaine arriver à la meilleure qualité de produit en fonction des différentes oxydations, du temps d'infusion, des températures. Tout ça, c'est exactement la même chose qu'en caféologie. Hein, on sait que le monde de la boisson chaude explose aujourd'hui, mais d'autant plus pour justement maîtriser tous ces paramètres-là qui sont le thé. Bon, je vais continuer moi-même. Non, je plaisante, j'arrête. Non, après, on va vraiment me prendre pour Pierre Bellemare après. Et non, pas encore. Mon ami Nir m'a abandonné depuis tout à l'heure. Et non, ton ami Nir est là, il te regarde afin de faire... Ah, tu me cherches, hein, tu me cherches. Ça, il m'a trouvé. Ça y est, il m'a trouvé. Faire le lien avec le thé. Et pour faire du bon thé, il faut de la bonne eau. Et pour faire de la bonne eau, nous avons notre sponsor qui nous suit maintenant depuis 10 ans. BWT, Best Water and More. Allez, un petit film. Non, pas encore. Ah non, pas encore le petit film. Ah, Lydia est de retour. On peut terminer la présentation. Allez, ça marche. Donc, le thé bleu vert, on est sur des arômes très moelleux. Hein. C'est un thé qui va avoir un côté... Il a été torréfié en plus légèrement, donc il a un côté un peu biscuité. Il a des notes naturelles végétales et fleuries. Et là, ce qui est spectaculaire, vous voyez la feuille qui est perlée, qui est toute petite. Et une fois qu'elle se déploie,
elle va quadrupler de volume. Hein. Donc il faut vraiment laisser de la place à la feuille quand pour même qu'elle puisse... quadrupler de volume. Oui. Quand même. Je croirais pas comme ça. Et là, vous l'avez entière. Voilà. Désolée. Et ensuite, j'imagine qu'ici, on est sur aussi des oxydations différentes. Voilà. Et... Alors là, on part sur un thé qu'on appelle thé noir en Occident et que les Chinois appellent thé rouge. C'est un thé qui est complètement oxydé. D'accord. Alors ça, c'est un grand classique. Je pense que tout le monde en a déjà goûté une fois dans sa vie. Et c'est un thé qui vient du Sri Lanka. Par contre, c'est un thé qui est assez riche en bourgeons. On le voit sur la feuille sèche. Vous avez énormément de petits types argentés. Qu'est-ce que ça va apporter, ça, ces bourgeons? Ce sont des bourgeons. Ça va apporter de la finesse et de la complexité aromatique. On n'aura pas que du bois. On va avoir aussi un côté fruité, fleuri, à cause de cette richesse en bourgeons. Et on est bien sûr sur une liqueur qui est cuivrée, hein, typique de cette appellation. Très jolie robe, ouais, tout à fait. Donc là, on a beaucoup plus de charpente. Oui, on est sur des notes boisées, fruitées, compotées. Une légère astringence, une légère amertume qu'on a sur cette appellation et sur ce type de couleur de thé, dit noir en Occident et rouge en Chine. Et moi, il me plaît bien celui-là. Je pense que le public aussi apprécie parce que c'est top au niveau du goût et de la qualité, ça. Ouais. Et on finit sur le dernier, la dernière couleur. Alors, le thé en or. Voilà, c'est une couleur un peu particulière. C'est ce qu'on appelle thé sombre ou thé noir en Chine. C'est du pu'er. C'est un thé qui ne va pas être oxydé, c'est un thé qui va être fermenté. Il y a une vraie fermentation microbienne. Et c'est un thé qu'on peut compresser en galette et qu'on va pouvoir garder en cave pendant plusieurs années. Donc c'est un thé qui est apte au vieillissement et qui fait partie voilà, de ces thés de garde qu'on peut avoir. Tout à fait. Alors celui-là, c'est un primeur de printemps de cette année, enfin de l'année dernière. Et on peut les garder combien de temps après 50, 60, 100 ans. Ah sérieux? Oui. Sérieusement? Ouais. Alors après, ça dépend. C'est comme le vin. Avec du mauvais pu'er, vous ne ferez jamais un bon bien sûr, mais pu'er de garde. Sur les meilleures qualités, on peut aller jusqu'à 50, 100 ans. Oui. Ouais. Et là, il est en vrac. Donc c'est la base qui peut servir après pour faire une galette ou pour faire une brique. Alors là, on est sur des notes. On rejoint un peu. Je ne sais pas si vous avez tout en mémoire gustative. On rejoint un peu l'univers du thé blanc, mais avec des notes beaucoup plus animales. Hein. On est sur du végétal et de l'animal sur ce type de thé-là. Et un côté légèrement zesté aussi. C'est un thé qui est assez doux, hein, qui a peu d'astringence et d'amertume. Je l'ai laissé infuser 4 minutes. Il aurait pu infuser 5-6 minutes sans problème. Et qui va vraiment gagner, se bonifier avec l'âge. Il va être de plus en plus, il va avoir des arômes de plus en plus fondus et il va perdre vraiment ce côté végétal vert, un petit jeu qu'on a en fond, qui va complètement disparaître au profit de notes beaucoup plus complexes et beaucoup plus avec plus de corps, plus de matière. On me fait signe. Voilà. De l'autre côté, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. C'était assez rapide, mais très éducatif, très intéressant. Et je pense aussi que vous avez été tous réceptifs à ce petit cours technique. Merci beaucoup encore une fois, Lydia. C'était Et Terroir. On peut l'applaudir, s'il vous plaît, pour cette belle démonstration et tout ce savoir. Incroyable.